Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 150 $ à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. En Guinée, le métier de tisserand se transmet de père en fils, une puissante tradition qui a réussi à devenir un rempart économique contre les risques de la mondialisation. Nos grands-parents ont commencé à porter ça avant l'arrivée des Blancs. Donc cela veut dire qu'on était civilisés avant les Blancs. Ok, on avait les bonnets, on avait les chaussures, c'est la fierté de l'Afrique. Créer des applications mobiles sans coût exorbitant, c'est possible à Nairobi grâce à des solutions innovantes. En fait, je me suis aventuré dans le no-code pendant la période où la pandémie a frappé. Nous avons été enfermés dans nos maisons sans rien faire. Cap sur les agripreneurs du Nigeria, des startups qui comptent bien faire reculer le chômage. Nous avons placé la barre très haut. Nous voulons devenir une entreprise internationale et fournir tous les supermarchés au Nigeria. Ensuite, nous nous tournerons vers l'exportation vers d'autres pays africains et, qui sait, peut-être le monde entier. En Guinée, tisserand est l'un des plus vieux métiers du continent qui résiste toujours au temps et à la mondialisation. À la baie, à plus de 300 km de la capitale guinéenne, on compte de nos jours plusieurs pratiquants qui confectionnent des pagnes made in Guinée appelés lépi. Ce produit local est actuellement très prisé par les Guinéens. Passer maintenant le flambeau à la nouvelle génération et le combat de ces artisans au moment où ce métier devient moteur de croissance et d'avenir dans le pays. Un reportage de Sayon Kourouma. En Guinée, les concepts produisons et consommons guinéens de plus en plus appliqués. À l'origine de cette révolution culturelle, des tisserands. Ce sont eux qui créent cette tissu made in Guinée, aujourd'hui arboré avec fierté partout par les Guinéens. À la mode, ces pagnes fabriquées par les artisans du pays font l'objet d'une forte convoitise. Nos grands-parents ont commencé à porter ça avant l'arrivée des Blancs. Donc cela veut dire qu'on était civilisés avant les Blancs. Ok, on avait les bonnets, on avait les chaussures, c'est la fierté de l'Afrique. Un retour aux sources qui fait aujourd'hui les affaires des artisans locaux, à l'image des Pété ici à la baie. Dans cet atelier des tisserands, Pété Diallo et compagnie se tirent d'affaires grâce à ce business. Un métier que cette famille a jalousement gardé en Guinée pendant des siècles. En Afrique, tout le monde doit s'accrocher à sa tradition et c'est ce que nous faisons ici. Ce n'est pas la mondialisation qui va nous faire perdre nos valeurs ancestrales. Sinon, en Europe, il y a des usines. Mais ces Occidentaux viennent chez nous pour acheter nos pagnes, parce que c'est traditionnel et authentique. Sinon, chacun peut créer son usine, mais on ne veut garder que ce côté authentique et traditionnel. Et c'est important de transmettre cela à nos enfants. Et c'est ce que je fais ici. Grâce à cette activité, les Pété cumulent aujourd'hui un chiffre d'affaires mensuel de 7 millions de francs guinéens, soit 2 fois le salaire mensuel net d'un conseiller de ministre en Guinée. Voilà pourquoi, pendant des siècles, ce métier se transmet ici de père au fils. Pour cette famille, pas question donc d'abandonner ce business devenu aujourd'hui une mine d'or. Quoi de plus que d'initier les enfants dès leur bas âge. Et veille à ce que ce soit bien ajusté là. J'ai commencé à tisser depuis 1979. J'ai appris à beaucoup de personnes et je ne veux pas mourir sans que mes enfants ne puissent le faire parce que c'est ce qui nous arrange. Si je meurs sans qu'ils ne puissent le faire exactement, c'est que je n'ai rien accompli de ma vie. Il faut que ce soit une perpétuelle tradition. Eux aussi apprendront à leurs enfants. Et dès que tu t'habilles en lépi, tout le monde sait que tu viens de Fouta ou de la Guinée. Savoir d'où l'on vient, c'est très important.
Avec une habileté hors du commun, père et fils assemblent jour et nuit ces nombreuses couleurs de fil pour en faire de magnifiques tissus. Pété s'autoproclame même défenseur de la culture guinéenne. Je peux enseigner à qui le veut pour ne pas que la tradition disparaisse. On reconnaît un Peul par ses textiles, le lépi et le ngara. Partout dans le monde, dès que tu les portes, on sait directement que tu viens de la Guinée, du Fouta Djallon plus précisément. Face à la mondialisation, ces tisserands innovent en mettant à jour régulièrement leur création. Et leur travail et leur passion, ils en parlent même avec amour. Un métier grâce auquel ces enfants assurent leur scolarité. Ibrahim et Alpha Omar alternent aujourd'hui école et pratique du métier des tisserands. Mon père m'a appris ça, oui, ça fait 9 ans. Mais il m'a appris durant 3 ans. Après, je travaille pour moi-même. Tous mes besoins, je gagne ça ici. Parce que ce métier-là est un bon métier. À l'école, même si on ne gagne pas du travail, même on peut gagner ici tous nos besoins. Le grand maître Louis Boubacar Diallo a pris sa retraite il y a des années. Pour lui, cette activité est le plus beau métier au monde. Et ce n'est pas la mondialisation qui va les priver de leur passion. Ces enfants vont à l'école et font le métier du tisserand parallèlement. On ne veut pas que ce métier-là disparaisse. On ne veut pas attendre ce qui vient d'ailleurs. Et d'ailleurs, beaucoup quittent l'Occident pour venir en acheter. Nos enfants peuvent aller à l'école et tisser parallèlement. Ces enfants peuvent ne pas réussir à l'école, mais ici, ils vont toujours gagner quelque chose. Et pour accompagner ces artisans dans leur combat pour la sauvegarde des valeurs culturelles guinéennes, le salon des productions locales a récemment été initié à Conakry. La démarche vise à promouvoir le travail des artisans du pays dans ce contexte de mondialisation. Juste après le salon des productions locales, Pété a eu l'opportunité pour la première fois d'exposer ses œuvres à la première édition de la foire régionale de l'Abbé, 3e ville du pays. Un autre événement qui a permis à ces tisserands et à leurs confrères de bonifier leur chiffre d'affaires. L'Afrique a vu l'an dernier un net recul des activités de cyberattaques contre des appareils mobiles, selon le rapport de la société de sécurité informatique Kaspersky. Seul l'Angola a connu une croissance de 12% des cyberattaques. L'amélioration a été particulièrement forte au Nigeria, au Ghana et en Éthiopie. C'est en progrès, mais il indique aussi que les malfaiteurs focalisent désormais leur attention sur des programmes malveillants beaucoup plus complexes. Ils ciblent le vol des données bancaires des usagers à travers des applications en apparence légitimes, une tendance à surveiller. Et justement, c'est cette semaine que se tient à Lomé un premier sommet de la cybersécurité consacré au continent africain. L'événement sous l'égide du gouvernement togolais et des Nations Unies vise à évaluer l'état de la cybersécurité en Afrique et à explorer des voies de coopération entre les États et les acteurs privés. De nombreuses personnalités sont attendues à Lomé pour participer aux travaux. Rappelons que plusieurs États comme le Bénin et le Togo se sont dotés d'un arsenal juridique en faveur de la protection des données et ont mis sur pied des agences spécialisées. Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, ces 3 pays sont en tête d'un nouveau mouvement centré sur la technologie sans code pour la création d'applications mobiles. Ces applications accessibles à portée de smartphone coûtent habituellement très cher à développer. Mais la technologie dite low-code ou no-code permet d'économiser ces coûts prohibitifs de développement en créant des applications sans coder ou presque.
Notre journaliste Edwin Kariuki a visité quelques-uns des inventeurs de ces solutions de demain à Nairobi. Maureen Esther Achiang s'aventure dans des eaux inexplorées et crée un chemin qui, selon elle, sera bénéfique pour la prochaine génération de techniciens. Cantonnée dans son appartement en ville, elle commence sa journée à midi, une journée consacrée à enseigner à des étudiants du monde entier comment coder facilement. Seulement 0,3% de la population mondiale peut créer des logiciels aujourd'hui, ce qui laisse 99,7% du potentiel mondial gaspillé. Et c'est pourquoi NoCode a un fort potentiel car il permet aux acteurs non-tech du no-code de contribuer dans l'univers des nouvelles technologies. Elle est en train de devenir une autorité dans ce domaine qui s'est ouvert à elle au milieu de cette pandémie de Covid-19. Maintenant, elle passe ses journées à enseigner à d'autres jeunes cet art de créer des applications en utilisant peu ou pas de code du tout. Si je dis à quelqu'un que je crée une application sans écrire une seule ligne de code, il vous regarde en vous demandant « mais comment vous faites ?» Je suis toujours confrontée à ce genre de réaction. Mais plus vous en parlez, je parle de ces applications qui sont construites sans code, comme Reacher, Dualito, YardGuru, StudioTime, WillPrice. Tout cela sont des entreprises mondiales qui ont été lancées sans code. Plus j'en parle, plus les gens comprennent que cela peut être fait sans écrire une seule ligne de code. Le mouvement sans code, no code comme elle l'appelle, est relativement nouveau ici au Kenya. Seule une poignée d'étudiants ont manifesté leur intérêt pour apprendre les ficelles de la création d'applications mobiles. Andrew Kisilu est l'un de ces jeunes hommes. Ce que je cherche à faire, c'est de résoudre les problèmes des gens ordinaires, dans le but d'améliorer leur vie et d'améliorer nos vies tous ensemble. Andrew n'est pas un technicien traditionnel, il est plus à l'aise sur la pelouse pour jouer au football. Mais la pandémie de Covid-19 a fermé les terrains de football et l'a vu raccrocher ses crampons, quoique à contre-cœur. Pour faire passer le temps, il a rejoint la classe de Maureen. Il dit que la technologie l'aide à rester à l'écart des bêtises de son âge, tout en offrant des solutions à beaucoup de jeunes comme lui. En fait, je me suis aventuré dans le no-code pendant la période où la pandémie a frappé. Nous avons été enfermés dans nos maisons sans rien faire. Et moi, une grande partie de ma journée est prise par le football. Je n'ai pas pu continuer mes activités quotidiennes. J'avais donc beaucoup de temps libre. Et grâce à un de mes amis, j'ai fait la connaissance du mouvement no-code. Andrew, tout comme son mentor et son entraîneur, pense que le Kenya et l'Afrique sont mûrs pour la révolution no-code. La capacité de créer des applications mobiles qui offrent des solutions aux problèmes locaux est présentée comme un changement de paradigme dans le fonctionnement des petites entreprises. J'ai vu des gens numériser leurs connaissances de tant de façons en créant simplement des applications éducatives, des applications sociales, des applications professionnelles avec le no-code. C'est pourquoi nous devons sortir de cet état d'esprit où l'on se demande en quoi cela va nous aider à gagner notre vie. J'ai vu à quel point nous avons du mal à nous connecter avec les meilleurs entraîneurs professionnels. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai ressenti le besoin de plonger dans ce problème que nous avions. Si je peux offrir à un enfant, quelque part, une possibilité d'entrer en relation avec un entraîneur de haut niveau, parce qu'ils sont vraiment doués, si j'arrive à faire un pont entre ces entraîneurs qui sont très pris par leurs activités quotidiennes et ces joueurs, ils pourront les tester pour voir leurs talents. Il y aura ainsi une meilleure détection. Le bouleversement causé par l'adoption croissante de ce type de codage a été accueilli avec scepticisme et rejet catégorique par les codeurs plus traditionnels. Maureen pense qu'il y a suffisamment de place pour que les deux coexistent. Les personnes qui créent ces outils no-code sont des développeurs de logiciels, donc les développeurs de logiciels intelligents, qui créent déjà ces outils pour rendre autonomes les personnes non-tech. Tandis que d'autres développeurs pensent que ces codeurs prennent maintenant leur job et qu'ils ne sont pas aussi compétents qu'eux. Il ne devrait pas en être ainsi. Bien sûr, il y a eu beaucoup de réactions négatives, mais c'est par manque de connaissances. Il ne devrait pas y avoir une guerre entre les personnes non-tech et tech.
Les techpreneurs équipés de ces compétences en codage comme Andrew offrent non seulement des solutions, mais trouvent également un moyen de gagner et d'économiser cette petite pièce supplémentaire, de l'argent qui aurait été utilisé pour payer les codeurs traditionnels pour développer les mêmes solutions à un coût beaucoup plus élevé. La première chose, c'est la vitesse. Je veux dire que vous pouvez lancer une application en une nuit, en fonction de votre compétence. Le codage traditionnel peut vous prendre jusqu'à 2 à 8 mois avant de créer une seule application, sans compter la phase d'idée de l'application. Donc, l'avantage principal du no-code est la vitesse. Puis, le coût, car la création d'une application traditionnelle vous demanderait pas moins de $10 000 pour la créer. Les développeurs low-code sont optimistes que la tendance qui se dessine permettra à la majorité des jeunes en Afrique, dont beaucoup n'ont pas de formation en informatique, de mettre la main sur ces outils. Des outils qui équilibreront les règles du jeu et leur donneront une chance de rivaliser sur la scène internationale. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Les zones spéciales de transformation agro-industrielle pourraient changer la donne pour le secteur agricole africain. C'est du moins la conviction du président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. L'institution financière a lancé son programme phare de zones spéciales pour soutenir le développement agro-industriel sur le continent. Il s'agit concrètement d'un engagement de plus de 750 millions de dollars de financement pour créer 23 pôles agro-industriels dans 11 pays africains. Le Nigeria a annoncé les débuts prochains du programme dans 7 États, ainsi qu'à Abuja, la capitale fédérale. Ces zones spéciales de transformation agro-industrielle pourraient aussi stimuler le développement de l'agriculture africaine, une nécessité encore plus criante depuis que le conflit en Ukraine a semé la panique sur le marché du blé et rappelé la dépendance du continent à l'égard des importations. Pour évoquer le problème, je suis rejointe depuis l'Afrique du Sud par Wandile Silobo, chercheur principal au département d'économie agricole de l'université de Stellenbosch. Wandile Silobo, bonjour et merci de me rejoindre sur Business Africa pour parler des importations de blé de l'Afrique. Que pouvez-vous nous dire de la situation actuelle des prix? La guerre d'Ukraine a démarré à un moment où les prix mondiaux des produits agricoles étaient déjà élevés par des facteurs extérieurs à cette guerre, à savoir la sécheresse en Amérique du Sud et la demande croissante en Chine pour les matières premières en général. Maintenant, depuis le début de la guerre, le 24 février, nous avons vu que les prix du blé, les prix du maïs et les prix de l'huile de tournesol ont connu une flambée notable. Pour le continent africain, nous voyons cet impact à travers la tarification au départ. Mais je pense que si la guerre continue pendant longtemps, disons au-delà de 5 mois, alors vous pourriez commencer à avoir une contrainte physique sur les approvisionnements, en particulier les régions de l'Afrique du Nord comme l'Égypte, la Tunisie et dans une certaine mesure une partie des pays de l'Afrique de l'Est. L'Ukraine et la Russie sont des acteurs importants. Comme vous le savez, ils représentent 30% des exportations mondiales de blé, environ 30% des exportations mondiales d'orge, près des 2/3 des exportations mondiales d'huile de tournesol et le continent africain, en particulier les pays d'Afrique du Nord et de l'Est, ont été fortement dépendants de ces pays. Sur une année, par exemple, nous dépensons environ 3 milliards de dollars à importer du blé et de l'huile de tournesol de Russie. Nous dépensons également un peu plus de 2 milliards de dollars par an pour importer du blé et du tournesol d'Ukraine. Nous avons donc une grande dépendance en volume. Et vous vous souviendrez peut-être que cela arrive à un moment où il y a aussi la sécheresse dans la région de l'Afrique de l'Est. Des pays comme l'Éthiopie, la Somalie, la Tanzanie, le Kenya connaissent un peu de sécheresse. Donc cela se termine sur certains problèmes préexistants. Par conséquent, nous craignons que l'insécurité alimentaire, si la guerre se prolonge, devienne un réel défi pour l'Afrique. Les impacts sur les agriculteurs africains vont-ils être également négatifs? Pour les agriculteurs africains à court terme et ceux qui ont réussi à avoir une bonne récolte, par exemple en Afrique du Sud, des pays comme la Zambie et le Zimbabwe pourraient bénéficier de prix plus élevés des matières premières au début. Mais au fur et à mesure que la saison évolue et qu'ils se remettent à planter vers le mois de septembre, ils devront payer des coûts d'intrants plus élevés car les prix des engrais augmentent de plus de 50%. Les produits agrochimiques comme les herbicides et les insecticides sont également en hausse de plus de 60% d'une année à l'autre. Ainsi, les coûts plus élevés des intrants pourraient en fait éclipser les gains à court terme dont les agriculteurs auraient pu bénéficier grâce au prix plus élevé des matières premières.
Le moment actuel n'est donc bon pour personne, ni pour les consommateurs, ni pour les agriculteurs. Il y a trop d'incertitudes et de volatilité sur les prix qui ne sont jamais bien pour la planification et les prévisions. Pensez-vous que la situation va jouer un rôle déclencheur pour accroître l'indépendance alimentaire du continent? Je pense qu'à l'heure actuelle, personne n'est épargné, que vous soyez en Europe, en Australie, en Afrique ou en Asie. Nous ressentons tous la même chose à travers le mécanisme de tarification. En raison de l'importance de la Russie et de l'Ukraine dans l'agriculture et l'exportation des engrais mondiaux. La Russie est le premier exportateur d'engrais et de fertilisants, représentant 14% des exportations mondiales en valeur, donc nous sommes tous impactés. Mais le message clé que vous soulevez, c'est qu'il existe des contraintes d'approvisionnement au fil du temps qui pourraient être un problème. Et le continent africain doit réfléchir à la manière d'améliorer sa production agricole à long terme. Bien sûr, on ne peut pas faire ça sur le blé à cause des conditions climatiques qui ne sont pas aussi favorables. En Afrique, avec la chaleur, nous n'avons pas les bonnes conditions. Le blé a besoin de conditions humides et froides que connaissent généralement l'Europe et d'autres parties du monde. Mais il y a des domaines où nous pouvons augmenter la production de maïs, la production d'autres graines de soja et d'autres huiles végétales. Et je pense que cela devrait être la stratégie à long terme. L'Afrique devrait également augmenter sa production et profiter de l'accord de libre-échange continental africain pour vendre les marchandises dans tous les pays. Merci. Recherche télétravailleurs nomades, ce n'est pas une annonce ordinaire, mais un appel des autorités touristiques de l'île Maurice. Le pays qui a perdu 1,45 milliard de dollars en raison de la crise Covid cherche en effet à attirer des télétravailleurs avec des visas spéciaux d'un an. Pour sauver leur tourisme, les îles Caraïbes et l'Afrique du Sud ont mis en place des dispositifs identiques. Et la formule séduit, pas moins de 2000 visas ont été approuvés par les autorités mauriciennes. Quand on parle de start-up, on pense souvent nouvelles technologies et apps. C'est sans doute négligé tout un pan économique très dynamique, celui des jeunes pousses de l'agro-business bien décidés à allier tradition et progrès. À l'heure où l'Afrique ambitionne des pôles agro-industriels, nous sommes allés à la rencontre de jeunes entrepreneurs nigérians qui ont monté leurs affaires dans un secteur toujours porteur en dépit des difficultés économiques de leur pays. Regardez. Une idée parfaite pour passer entre les mailles du filet de la crise. Voici la ferme aquacole d'Idowu, un entrepreneur de la région d'Ibadan au Nigeria. Ce botaniste de formation a commencé à s'intéresser à l'aquaculture avant d'apprendre le métier ici, à l'incubateur de l'Institut d'agriculture tropicale. Il y a 3 ans, l'Institut a apporté 50 000 $ pour lui permettre de débuter son affaire avec des associés. Pendant nos études de faisabilité, nous avons trouvé un étang laissé à l'abandon. Ça nous intéressait et nous avons décidé de le remettre en état. C'est comme ça que notre entreprise a démarré en 2014. L'élevage de poissons-chats résiste bien à la crise au Nigeria, au point qu'Idowu a bien vite eu besoin d'aide. Il emploie aujourd'hui Ridwan, un jeune homme de 21 ans dont les parents n'avaient pas les moyens de payer les études. J'étais sans emploi pendant plus de 9 mois. Je traînais à la maison et je ne faisais rien. Maintenant que j'ai ce travail, ma vie a repris un sens. J'ai pu envoyer mon frère à l'université, je paie la scolarité de ma sœur et moi-même, j'irai au Polytechnique d'Ibadan cette année. Avec l'argent que je gagne, je me suis aussi acheté une moto pour aller à l'école. Depuis sa création en 2012, l'incubateur a pris en charge la formation et le mentorat de 500 jeunes entrepreneurs de l'agrobusiness dans plusieurs pays d'Afrique, dont 80 dans la seule région d'Ibadan. Ce dispositif est à la pointe du renouveau dans le secteur. Quand ils vous présentent leur business plan. Et ils savent absolument quand ils peuvent faire des bénéfices, ils savent comment ils peuvent faire le marketing, ils savent exploiter toutes les opportunités qu'ils peuvent avoir liées dans l'agriculture. Donc ils combinent les marchés, ils combinent les aspects sociaux et ils combinent aussi l'industrie à cela. C'est ce que nous ne faisions pas avant. C'est ce que font en tout cas les partenaires, pas encore trentenaires, de Tofan Food, une micro-société de l'agrobusiness née il y a 6 mois à peine et qui compte déjà 6 employés. Production phare, des chips issus de la fleur de manioc,
commercialisé sous le nom de Tidbits. Et déjà un dilemme, une demande bien plus importante que la matière première nécessaire à la fabrication des chips. Ce n'est pas évident de se procurer des matières premières, surtout la farine de manioc. C'est difficile d'en trouver au Nigeria, mais nous essayons de nous ravitailler. Nous ne pouvons pas satisfaire la demande actuelle. Nous produisons à peu près 500 dizaines de Tidbits par semaine et le marché en veut 2000. Nous avons des clients ici à Ibadan, nous avons des clients dans la région d'Ogun et dans le sud-ouest du Nigeria. La solution pour nous sera d'ouvrir une unité de production à Ogun et de consacrer notre production ici au marché d'Ibadan et ses environs. Pour ces jeunes entrepreneurs, les profits sont déjà au rendez-vous. La ferme aquacole d'Idowu a fait un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliers de dollars au cours des 6 premiers mois de production. Et il est déjà question de migrer vers d'autres installations. Notre projet pour l'avenir, c'est de répliquer ailleurs ce que nous avons ici. Nous devons situer notre entreprise dans un endroit idéal afin de récolter un maximum de bénéfices. Nous avons placé la barre très haut. Nous voulons devenir une entreprise internationale et fournir tous les supermarchés au Nigeria. Ensuite, nous nous tournerons vers l'exportation vers d'autres pays africains et, qui sait, peut-être le monde entier. Une ambition naissante chez ces entrepreneurs réunis à ce forum des agripreneurs organisé par la Banque africaine de développement. Ils veulent d'abord nourrir l'Afrique, mais pas seulement. Derrière l'agrobusiness nigérian se profile l'espoir de jouer un rôle grandissant sur la scène internationale à travers l'immense chantier de la transformation des matières premières agricoles africaines. Une prise de conscience qui reposera aussi beaucoup sur la formation et le mentorat de ces managers du futur. C'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi celles et ceux qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 572. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Que ou qui sont les lépis? Des tisserands guinéens, des pagnes fabriqués en Guinée, des contrefaçons de pagnes. Deuxième question. Que produit l'agripreneur Noël Mulinganya? Des légumes, de la farine de manioc, des poissons. Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com à la page replay, répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses bien sûr. Ce jeu par exemple est le numéro 572. Le gagnant recevra 150 $. Rendez-vous sur notre site africaonair.com à la page replay pour les modalités. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 571. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Où les visiteurs de la foire de Parakou sont-ils vaccinés? Réponse, dans un hangar. Deuxième question, quand a été créé Redplast? Réponse, en 2012. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai l'écrivaine Oswald Lewat, auteur de l'ouvrage Les Aquatiques et lauréate du Grand Prix panafricain de la littérature. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaonair.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.